Fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous vous disons bonjour et on vous souhaite une excellente journée de jeudi. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un livre qui amène la jeunesse à travailler, qui pense aussi à travers les idéologies et les idées de ce livre-là, que la jeunesse a toutes ses chances aussi de pouvoir réussir. Alors, on parle donc du livre de Dr Yuba Bagaya. Il s'agit donc de Épître aux conquérants de demain. On va découvrir ce livre ensemble à travers l'entretien du jour. On parlera également des éphémérides de cette date, donc avec Francis Emmanuel Zango. Avant ça, vous aurez l'information à travers donc les titres des journaux. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue. Nous prenons la direction donc de Moutili pour vous faire découvrir le musée de l'eau. On y va pour la rubrique à la découverte de et nous partons à la découverte du musée de l'eau. Alors, c'est la suite des témoignages. On écoute et on regarde et puis on revient pour la suite. Au niveau du Burkina, on n'a pas de grands bassins versants qui retiennent les quantités d'eau énormes qui tombent. Et ça coule sur d'autres pays et c'est dommage pour notre pays. Et c'est un peu ça la difficulté. Le musée de l'eau n'est pas un musée privé, c'est un musée associatif, beaucoup plus dans sa forme d'association. Elle travaille à ce que l'eau soit perçue comme une forme communautaire de gestion intégrée au niveau des populations. Donc c'est un musée associatif. Donc d'abord c'est parti d'une idée personnelle, mais nous sommes allés sur la base associative pour nous donner un peu plus de chance d'étendre un peu notre réseautage avec d'autres personnes ou d'autres musées. Et c'est pour ça que le musée existe. Alors le musée, j'allais dire qu'il est plein de difficultés. La première difficulté que nous avons, c'est les questions du financement. Nous n'avons pas de financement, c'est extrêmement difficile pour nous. Avant, on avait même des visites, mais malheureusement, avec les deux situations qu'on a connues, le terrorisme et la Covid, ça a diminué un peu nos visiteurs. Et ça fait qu'on n'a pas un taux de fréquentation très élevé, mais quand même on en reçoit. On en reçoit de temps en temps, surtout les week-ends. Il y a beaucoup de familles qui viennent nous rendre visite au niveau du musée. Donc la première difficulté, c'est la difficulté financière. On n'a pas de mobilisation de ressources financières. La deuxième difficulté qu'on a, c'est notre espace qui est convoité par des personnes qui sont rentrées dedans et qui nous ont découpé 2 hectares sur lesquels nous sommes en train de... Nous querellons actuellement en justice pour cette question. Et ils sont venus nous prendre 2 hectares sans motif, j'allais dire avec des papiers qui ne s'y est pas. Et nous pensons que nous allons combattre cette action-là. C'est d'abord un patrimoine culturel. Et si des gens viennent pour en couper de l'espace avec la bénédiction des services de l'environnement de Samba pour dépecer des espaces ici, et des arbres de plus de 10 ans, de 15 ans pour les revendre à des gens et occuper l'espace pour morceler et vendre à des immobiliers, moi je pense que c'est des choses il faut qu'on voit de près, quoi. Donc on ne peut pas donner raison à des gens qui pensent que la vente des parcelles, c'est le sport le plus favorisé qui permet d'avoir de l'argent. La culture est au-dessus de toutes ces choses-là. Et c'est ça qu'il faut dénoncer et c'est ça qu'il faut combattre. Nous avons, depuis octobre, confronté à ce genre de problème et nous n'allons pas baisser les bras parce que nous allons continuer à mettre le combat, même si ça va prendre le temps que ça va prendre. Nous allons mener le combat parce que c'est le combat qui va être mené. Les doléances qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment que au niveau du peuple burkinabé, qu'on comprenne que ce musée, c'est d'abord un musée du Burkina Faso. C'est le seul musée qu'on a de l'eau en Afrique, à plus celui du musée du roi du Maroc. Nous sommes les premiers dans la sous-région, même en Afrique. Nous avons besoin que les gens aient un regard attentif sur le musée. Regard attentif, ça veut dire quoi? C'est d'intéresser, c'est d'apporter leur contribution. Qui pour une citation, qui pour un bidon d'eau, qui pour, bon, je sais pas, pour un objet en rapport avec l'eau, c'est toujours une contribution énorme. Donc le musée, c'est ça. Il faut qu'on fasse de ce musée un patrimoine national. C'est ça le plus important pour nous, qu'on comprenne que ce n'est pas un musée
d'un individu ou d'une seule association, c'est d'abord un musée national, un patrimoine national burkinabé que nous devons porter tous vers la culture du donner et du recevoir. Voilà un peu ce que j'ai comme message à donner à mes compatriotes, aux décideurs, aux hommes de culture, parce que c'est important qu'on se batte pour que ce musée puisse rayonner. Le musée est situé à Moutili, dans un quartier qu'on appelle Moutili, dans le village de Kouada, non loin de la grande voie de contournement, qui est en train d'être faite. Et les conditions d'accès, nous sommes ouverts tous les jours, mais généralement nous sommes ouverts aussi à la demande. Et les conditions d'accès, c'est que les gens peuvent venir. Nous ne sommes pas sur des questions de tickets d'entrée, ce n'est pas le plus important pour nous. Parce que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre ensemble et qu'est-ce qu'on peut développer ensemble. Et souvent, ces contacts-là sont plus importants que le prix d'un billet d'entrée au musée. Quand on a un visiteur qui, après, peut nous faire des contacts pour nous permettre de faire des levées de fonds ou bien entériner certains projets, je pense que ça, c'est plus important que les tickets d'entrée, quoi. Et puis, bon, les tickets d'entrée, vous savez que les musées, ce n'est pas ça qui va faire grandir un musée, hein. C'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Donc, musée ouvert à tout le monde, parce que c'est un musée de l'eau, c'est le musée de la vie. Et comme tout le monde boit de l'eau, nous invitons tout le monde à venir visiter le musée et apporter le musée. Savan TV, la télévision des nouvelles cités.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons feuilleter les journaux ensemble. Et pour la revue de presse de ce matin, nous débutons par le journal Le Pays qui affiche à sa une ce matin explosion d'un camion-citerne à Konandougou, des morts et des blessés enregistrés. De moyens de transport de personnes aux moyens de marchandises, 2 cars pris en flagrant délit de perfidie. On peut lire toujours lutte contre la fraude des produits prohibés d'une valeur de 64 millions de francs CFA saisis. Modernisation de la ville de Ouagadougou, la CNSS lance les travaux de construction d'un complexe immobilier. Donc, on peut lire également le club des milliardaires africains, Selagi. Leur fortune cumulée bat un record. À lire à la page numéro 15 du journal Le Pays. Révélation staff, un numéro vert WhatsApp pour signaler des manquements. Plateforme d'investissement en ligne, une nouvelle forme d'arnaque voit le jour. Coupure d'électricité au Burkina, la LCB, entendez par là la Ligue des consommateurs de Burkina, interpelle la Sonabel. Actu Sport Guinée, le SIC séduit par le travail de Kamou-Malo. Passons à présent au quotidien Bobolais, l'Express du Faso. L'Express affiche à sa une ce matin, Caisse nationale de sécurité sociale, dans 36 mois, 3 immeubles de R+8 à Ouaga 2000. Autant le dire, cette fois-ci, permettant au nouvel entraîneur de travailler. Opération Réoul Goum Djini, la CNLF saisit des produits frauduleux d'une valeur de 64 millions de francs CFA. Antoine Dao, ex-footballeur, notre football ne produit que des feux de paille. Bitumage de rue par les acteurs privés à Bobo, ces actions viennent en écho à l'appel du chef de l'État. À présent, le quotidien Sidoya, le quotidien de tous les Burkinabés, affiche à sa une ce matin. Quartier Ouaga 2000, la CNSS lance la construction d'un complexe immobilier. Filière lait au Burkina, le ministre Sombier réceptionne 710 vaches de race performante. Opération Reoulgoul Djini, plus de 64 millions de francs CFA de produits frauduleux saisis. Dans la rubrique On murmure de Sidoya, au point du palais, 2 élèves prennent 10 ans de prison ferme pour vol à l'arraché. Un réceptionniste se fait passer pour un policier du Goumé lors d'un contrôle. Action humanitaire, le HCR salue l'approche du gouvernement burkinabé. L'autre regard pour des villes modernes et résilientes. À présent, le quotidien, qui affiche à sa une non-respect des procédures douanières en matière d'importation, 4 transporteurs épinglés, 1000 packs de boissons alcoolisées saisis. Coopération sino-africaine, le 15e plan quinquennal de la Chine apporte de nouvelles opportunités. Élevage et souveraineté alimentaire, 710 vaches gestantes brésiliennes pour booster la filière. Alidou Ouedraogo, économiste financier, à propos du conflit israélo-américain contre l'Iran, les économies africaines vont subir indirectement les effets de cette guerre. Nous terminons par l'Observateur Palga. Le doyen des quotidiens privés affiche à sa une ce matin. Situation sécuritaire au Burkina Faso. L'amour que j'ai pour les enfants me motive à continuer de venir. Créateur de contenu sur les réseaux sociaux, le CSC trace la ligne rouge à ne pas franchir. CNLF, l'opération Reoulgoul Djini a rapporté 64 millions de francs CFA. 10 dernières nuits de Ramadan, le zikr et la dawa, armes spirituelles du croyant. Mondial 2026, l'Iran claque la porte au nez de Trump. Prestation de serment de 22 contrôleurs de sécurité sociale. La CNSS renforce son dispositif de contrôle. Et pour terminer, saisie marchandises douane Tinkodogo pour les fraudeurs. La mayonnaise n'a pas pris, à lire à la page numéro 6 de l'Observateur Palga du jour.
C'était le dernier titre de la une des journaux ce matin. Merci. On vous invite au kiosque à journaux pour découvrir et lire ces différents articles. On va maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure. La société IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Merfato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la foda chacun son problème waro yelle yelle Chérie, Oui. chérie, Oui. pourquoi tu sors très tôt comme ça? Le petit déjeuner est presque prêt. Petit déjeuner, ouais. Oui. Aujourd'hui, c'est de combien? Le 5. Un. Si je reste là, je n'ai rien. Si le bailleur, la sorcière vient me trouver ici, ça sera un peu compliqué. Si elle vient, dis-lui qu'il y a un décès au village. Donc, il faut que je file. Ok, donc il faut vous. Oui. Bonjour ma fille, ça va? Bonjour, maman. Ton mari est là? Il est allé au village pour un décès. Eh, tu me dis il est allé au village pour un décès. Est-ce que moi je suis croque-mort? Bon, en fait, je viens pour le loyer. Ça fait 3 mois d'impayé qu'il doit. Et franchement, la situation devient insupportable. Mon mari et moi, nous sommes des retraités. Et nous avons besoin de cet argent-là, en plus de notre pension, pour améliorer un peu notre bien-être. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc s'il rentre, j'espère qu'il va finir d'enterrer son mort là aujourd'hui et puis il va rentrer. Tu lui dis que maman Bayer est passée et que je donne mon dernier avertissement ce soir. Il n'a qu'à envoyer l'argent là par quelque moyen que ce soit, les 3 mois d'impayé. Sinon ce soir même là, vous libérez la maison. Seigneur Jésus. Oh. Arrête cette histoire de Seigneur Jésus là. Il ne faut pas mêler Seigneur Jésus à ça. Jésus lui-même a dit à César ce qui est à César. Mon loyer à moi-même. D'accord?
pas mêler Jésus dans ça. Jésus n'a jamais loué de maison sur cette terre. Il n'a jamais construit même de maison pour mettre en location. Ne gâte pas son nom. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Pour la suite, je vous amène à la découverte d'un livre intitulé Épître aux conquérants de demain. C'est à travers la rubrique. Nous recevons ce matin Dr Yuba Bagaya. Il est donc l'auteur du livre intitulé Épître aux conquérants de demain. C'est notre invité de ce matin. Bonjour Dr Bagaya. Bonjour Madame Nikema. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être là. Alors, docteur Bagaya, je rappelle que vous êtes pharmacien de formation et de profession et vous êtes amoureux de la littérature et des arts du spectacle. Donc, on se demande comment vous avez eu l'amour pour le livre, pour l'écriture, pour la lecture. Parce que quand on est pharmacien, on est plutôt scientifique de formation, alors que la littérature est de l'autre côté. Comment on a eu l'amour en fait de la littérature, même avec une formation scientifique? Oui, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, en tant que pharmacien, ça peut paraître un peu innovant de me retrouver au milieu des lettres. Mais les lettres et moi, c'est une longue histoire parce que de tout mon parcours scolaire, j'ai été en tout cas très brillant en matière littéraire. Et pour preuve, en tout cas, j'ai pu faire le baccalauréat littéraire. Ah oui. Afin de pouvoir amorcer des études dans ce sens. Vous avez fait le baccalauréat littéraire et ensuite baccalauréat scientifique, ou bien vous avez fait que le baccalauréat littéraire? Scientifique d'abord. Scientifique d'abord. Oui. Puis pour des besoins d'études, j'ai dû refaire le baccalauréat littéraire. Ah oui. Donc dans les langues, je me débrouille très bien. Et peu importe la filière que l'on fait, que ce soit une filière technique, médicale ou littéraire, la littérature, c'est un art qui s'offre à tous ceux qui s'intéressent à elle. Donc je peux dire, en plus de ça, le pharmacien, c'est un technicien qui est très polyvalent. Et cela me permet, en tout cas, de bien appréhender les choses. Bien que l'OMS définisse la santé comme étant le bien-être physique, moral et social de l'individu. Donc là, dans l'écriture, je crois que je suis dans mon rôle d'apporter des soins sur le plan moral et sur le plan social à ce que je peux appeler mes patients. Donc en tant qu'agent de santé, ça ne se limite pas uniquement à administrer des médicaments. Et je crois qu'offrir à la jeunesse, à cette jeunesse-là, des outils et des mécanismes qui leur permettent de se protéger contre ce monde qui est de plus en plus agressif et de s'élever davantage, je pense que je ne fais pas autre chose que de la pharmacie. Ah oui, donc on peut soigner par les mots. D'après, généralement, les slameurs le disent tout le temps, soigner par les mots. C'est ça, donc c'est normal. Hein? Donc, quoi qu'on dit, comme quoi, en fait, on peut être scientifique, on peut être, informaticien et tout, mais s'intéresser aussi ou exceller dans la littérature, en fait. Donc, vous n'êtes pas de ceux qui pensent qu'il faut même délaisser un peu la littérature au profit des sciences, parce que c'est ça des sciences et de la formation professionnelle. Oui, bon, merci beaucoup pour cette très belle question, parce que moi, je m'inscris un peu dans la même dynamique que mes prédécesseurs, surtout l'éminent Cheikh Anta Diop, qui était contre le concept d'intellectuel amputé et qui nous imposait à nous, intellectuels de la nouvelle école, d'être une seule chose à la fois, soit littéraire, soit scientifique. Alors que tous les jours, nous citons des littéraires dans les maths et nous citons des scientifiques dans la littérature. C'est-à-dire qu'à la base, ce qui a forgé la quête de connaissance, ce qui a justifié la quête de connaissance, la finalité, ce n'était pas de dissocier le verbe de la science. Donc, pour moi, on peut être et scientifique et littéraire. Et sinon même, je dirais que pour être un bon scientifique, il faut avoir une bonne relation avec les lettres. Et on ne peut pas exceller dans les lettres en ignorant complètement la science.
C'est complémentaire. Le fait de supposer un développement qui soit basé uniquement sur les connaissances technologiques et scientifiques, je pense que c'est une pure utopie de notre époque. Alors, docteur Baguian, parlons maintenant de votre livre intitulé Épître aux conquérants de demain. C'est d'abord l'explication même du titre que nous souhaitons, parce que quand on parle de Épître aux conquérants de demain, c'est quoi épître? Ça renvoie en quoi? Expliquez-nous le titre de ce livre. Oui, effectivement, le titre peut être un titre polémique pour certains observateurs à qui il a été soumis. On a dit quoi? C'est un titre compliqué? C'est un titre complexe à comprendre. Effectivement. Ah, okay. Voilà. Parce que l'épître, c'est un livre, c'est un écrit qui est transmis d'une génération à une autre. Donc là, je ne suis pas d'une autre génération. C'est un livre à travers lequel j'ai voulu m'adresser à un interlocuteur qui est virtuel. Un livre dans lequel j'ai voulu partager dans un langage qui n'est pas forcément un langage contemporain. Donc le fait que je prête les mots à une autre époque fait du livre un livre qui paraît comme transmis d'une génération à une autre. Donc le concept d'épître, c'est pour dire que à l'intérieur vous allez voir des terminologies, vous allez voir une façon de construire le texte, vous allez voir un agencement qui n'est pas forcément d'actualité. En plus de ça, ce qui fait la particularité de ce livre, c'est les prises de position. Il y a certaines prises de position qui ne relèvent pas, en tout cas, de notre génération. Le conquérant, c'est quoi? Le conquérant, c'est celui qui souhaite être utile. Le conquérant, c'est celui qui souhaite se posséder soi-même et dominer son environnement. Donc, et qui parle de dominer, qui parle de posséder, il parle d'anticipation. C'est-à-dire que s'inscrit dans l'avenir, s'inscrit dans le futur. Donc, on parle d'épître pour parler de l'empirisme du langage, et on parle de conquérant pour annoncer la victoire, et demain pour signifier l'avenir. Et moi, je pense que vous parlez de conquérant aussi pour faire allusion à la jeunesse, parce que ce livre est adressé à la jeunesse. Vous parlez à la jeunesse, c'est pour vous, la jeunesse même est une opportunité, une mine d'or pour réussir. Pourquoi vous affirmez cela? Oui, absolument. C'est un livre qui s'adresse à la jeunesse. Et dans le livre, j'ai défini le mot jeune comme étant toute personne qui est capable de se laisser transformer par un enseignement positif. Donc pour vous, ce n'est pas le carcan de l'âge? Non. Et le terme jeune ici dans ce livre ne fait pas référence à l'âge, mais plutôt à l'état d'esprit. Un état d'esprit qui nous projette vers l'avant. Et dans le livre, je présente la jeunesse comme étant une mine d'or, comme étant une opportunité. Au lieu de voir la jeunesse comme étant un frein, un handicap, dans le livre, j'essaie de défendre la position selon laquelle la jeunesse est plutôt une aubaine. C'est un état d'abord biologique, où on est en pleine santé, où on a peu d'engagement et on a beaucoup d'énergie à offrir. Et malheureusement, on a une énergie qui est périssable. C'est-à-dire que l'énergie du jeune, qu'elle soit utilisée ou pas, elle finira par se volatiliser. Donc j'invite les jeunes dans l'action, une action audacieuse mais bien réfléchie. On va commencer par le chapitre 1. Je rappelle que le livre est subdivisé en 3 chapitres, mais il faut dire qu'à l'intérieur de chaque chapitre, c'est plusieurs sous-thèmes, c'est plusieurs points qui sont abordés. Le chapitre 1 est intitulé « L'émotion ». Pourquoi l'émotion? Effectivement, vous voyez, le livre, c'est une réflexion à 3 étages. C'est une réflexion à 3 étages, c'est-à-dire que premièrement, j'ai voulu aborder la lutte contre le désespoir au niveau individuel. C'est un livre qui s'inscrit un peu dans la même dynamique que celle de nos dirigeants actuels, c'est-à-dire que la lutte contre le désespoir. Au niveau individuel, qu'est-ce que le livre peut proposer, qu'est-ce que l'auteur propose au lecteur pour qu'au niveau individuel, il puisse se sentir mieux, pour qu'il puisse s'élever, pour qu'il puisse réussir. Ça, c'est un travail que j'ai fait sur l'émotion. Au deuxième niveau de réflexion, c'est dans les relations du lecteur avec son environnement immédiat. Ça, c'est le deuxième chapitre que j'ai appelé Société. Mais dans une dimension plus grande,
au troisième niveau de réflexion, j'aborde la question des institutions. Ça, c'est à un niveau nation que la réflexion a été menée. Donc, au niveau de l'émotion, il était important pour moi parce que, de plus en plus, dans un monde où le rapport de force se substitue progressivement à la force des arguments, il est important pour nous, avant de commencer un tel livre, de situer le contexte. Donc, j'ai essayé de définir ce que c'est que la vie dans ce chapitre qu'est l'émotion. Ensuite, j'ai essayé d'évoquer des concepts anciens, des concepts asiatiques, des concepts africains en rapport avec la stabilité émotionnelle et puis la capacité à émouvoir son environnement, c'est surtout ça l'émotion, et la capacité à réagir positivement à l'émotion que l'environnement suscite en nous. Voilà, donc à ce niveau, c'était d'abord l'objectif, c'était de situer le contexte de la vie, notre vision de la vie. Ensuite, l'objectif, c'était d'évoquer des concepts passés, de mener une réflexion dans le sens d'aider le lecteur à mieux contrôler ses émotions. Et dans ce chapitre intitulé l'émotion, vous avez parlé de l'audace, la peur, le bonheur, le respect, la télévision et les réseaux sociaux, l'émancipation de la femme. En fait, ça, c'est des points que vous avez, sur lesquels vous êtes revenu au cours de ce chapitre 1-là, dans ce chapitre 1 intitulé l'émotion. Quelle est l'importance de ces différents aspects que vous avez cités? Oui, l'importance des différents aspects que j'ai pu citer. Par exemple, vous avez tantôt rappelé le fait que j'ai pu parler de la peur et du doute. Et c'est des concepts que j'ai voulu étudier de façon comparative. Essayer de rassurer le lecteur du fait de la dimension naturelle et normale que l'on puisse ressentir à un moment donné, de la peur ou bien du doute. Mais les deux ne sont rien d'autre que, pour la peur a été définie comme étant une preuve de capacité émotionnelle. Et lorsqu'on est dépourvu de peur, on s'expose à tout ce qui est danger. Et le doute a été défini comme étant une preuve de capacité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a un doute lorsqu'il y a un équilibre qui s'établit entre deux arguments et que finalement, compte tenu de l'équilibre, le choix devient difficile. Donc ça ne devrait pas... Est-ce que ces aspects que vous avez cités, que ce soit la peur, le doute et autres aspects, c'est pour dire que ce sont des faits qui font que la jeunesse, face à ça, peut ne pas aller à la conquête de quelque chose, ne pas oser? Est-ce que vous essayez de nous expliquer que oui, face à tout ça, c'est normal, mais ça peut aussi impacter la décision ou la trajectoire que la jeunesse veut prendre? Effectivement, et l'objectif en réalité c'était ça. C'était de dire au lecteur que l'écrivain qu'il est en train de lire a une part conscience et il considère que c'est normal le fait qu'il puisse avoir peur à un moment donné, le fait qu'il puisse douter à un moment donné, mais que cette peur-là et que ce doute-là ne l'inée pas dans l'action, que cette peur-là ne l'empêche pas d'œuvrer pour un avenir meilleur. Et comme vous avez parlé aussi des réseaux sociaux, qu'est-ce qui est dit concernant les réseaux sociaux? Parce que c'est l'actualité aussi, réseaux sociaux en lien avec la jeunesse. Alors, par rapport aux réseaux sociaux et jeunesse, les réseaux sociaux, c'est un espace où la liberté d'expression s'exprime, un espace par excellence où tout le monde s'exprime. Mais maintenant, les contenus qu'on partage sur les réseaux sociaux, le partage d'informations n'est pas fait par des professionnels de l'information tels que vous. Donc, ça fait que l'analyse et le traitement qu'on fait de l'information avant de le mettre à la disposition du consommateur n'est plus respecté. Tout le monde veut communiquer, tout le monde veut avoir la primeur, tout le monde veut partager. Alors que l'information a un pouvoir sur la dynamique du groupe. Donc en réalité, ce que l'épître propose par rapport aux réseaux sociaux, il a proposé de mettre en place en fait un organe. Et dans le livre, j'ai essayé de citer un peu les personnes morales et physiques qui peuvent siéger dans cet organe-là.
un organe qui va observer et réguler, et un organe dans lequel le consommateur est partie prenante de l'information qu'il consomme, et à l'intérieur de cet organe, au fur et à mesure, l'information sera analysée et chaque acteur qui est sur le réseau social aura un profil en fonction de la qualité des informations qu'il partage, de leur véracité, en fonction de la pertinence. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateur lorsqu'on lit un article sur un réseau social qui nous montre à quel point celui que nous lisons là est fiable ou non. Donc, en même temps, vous soulevez le problème, vous proposez des solutions au niveau donc, du livre. On va maintenant aller au chapitre 2 parce que c'est intitulé « La société ». La société, on va dire la société avec grand S parce que vous mettez à l'intérieur, que ce soit les communautés, que ce soit les relations, la communication dans la société et tout. Donc, le chapitre 2, explication. Ok, le chapitre 2, effectivement, le chapitre 2, c'est puisque le bonheur de l'homme, ça s'étudie d'abord au niveau individuel, ensuite au niveau relationnel. Donc, dans ce chapitre, j'ai voulu aborder la question à travers le rapport du lecteur avec son entourage. Donc, c'est un chapitre dans lequel, effectivement, j'essaye de faire appel aux principes sociologiques qui régissent les relations humaines. Voilà. Et en plus de ça, j'ai fait encore appel dans ce chapitre à des concepts qui sont des temps un peu mémoriaux, des concepts qui ne sont pas contemporains, dans lesquels j'ai essayé, à partir desquels j'ai essayé de baser une réflexion pour proposer des relations stables. Pour le cas, par exemple, de la modernité de la famille, qu'est-ce que vous dites concernant ce volet? Par rapport à la modernité de la famille, ce que j'essaye, j'ai d'abord mener une analyse par rapport à la situation de la famille actuelle, puisque nous sommes un peu tous concernés. Voilà. Donc la réflexion qu'on a menée, c'était une réflexion qui était surtout axée sur le pilier de la famille. Et quand on parle de pilier de la famille, naturellement, tout le monde sait que c'est la femme. Donc, pour que la famille change complètement, il suffit simplement de changer la condition de la femme. Donc, changer la condition de la femme. Et la réflexion que l'Épître mène à ce niveau, c'est de repenser l'émancipation de la femme, de repenser la façon de la rémunérer. Si on peut payer une femme parce qu'elle produit des fruits, ou bien si on peut la payer parce qu'elle produit de l'information, moi je pense que l'émancipation devrait aller jusqu'à payer la femme pour la maternité. Et penser un nouveau type de travail. Et dans d'autres pays, ils sont déjà dans cette dynamique de penser un nouveau type de travail qui ne paralyse pas, qui n'enlève pas à la famille son acteur principal. Qu'est la femme. Qu'est la femme. D'accord. C'est autant de thèmes, mais on a aussi l'autorité. C'est juste pour survoler ceux qui veulent bien vont lire le livre après. On a l'autorité. Je parle de ça parce qu'on voudrait bien comprendre l'autorité au sein de la société. C'est quoi son rôle? Oui, l'autorité au sein de la société. Effectivement, j'ai essayé de parler de l'autorité. Le rôle de l'autorité, en réalité, par essence, l'autorité, c'est la capacité à inciter l'action ou la réaction, la capacité à susciter, la capacité à ordonner sans avoir à parler, ordonner par sa seule présence. Et donc, utilisée de façon rationnelle, l'autorité permet, en tout cas, pour grandir, les sociétés ont forcément besoin de verticalité. C'est vrai, cette égalité que nous promouvons, mais nous sommes aussi dans une dynamique de leadership par délégation de pouvoir. Donc, lorsque on accorde sa voix ou bien on accorde son soutien à un leader, on doit en tout cas, pour citer un peu le professeur Théophile Obenga, il dit que nous, les Africains, nous devons écouter nos dirigeants. Parce que lorsque les gens veulent les fragiliser,
c'est nous, notre opinion qu'ils viennent salir. Donc nous devons les écouter, leur accorder l'autorité dont ils ont besoin pour agir. Oui, et maintenant, on va dire le dernier niveau de l'étage à 3 échelles, comme vous l'avez dit, c'est bien sûr les finances et les institutions. Voilà, la finance et les institutions. Vous avez parlé du niveau personnel qui est l'émotion, le niveau de la société qui est intitulé justement la société, donc les finances et puis aussi les institutions. C'est aussi important pour le développement de l'individu. Oui, les institutions, en tout cas, il a fallu pour nous d'aborder un peu la question, parce que dans le livre, nous parlons de l'Afrique comme étant une seule nation. Voilà, parce que nous sommes inscrits dans un état d'esprit panafricain. Donc, l'institution dont nous avons besoin pour accompagner cette jeunesse ambitieuse, cette jeunesse qui rêve, l'institution dont nous avons besoin, c'est une institution qui nous écoute, c'est une institution qui nous apporte de la sécurité, qui nous permet d'assurer nos besoins physiologiques et qui nous permet de satisfaire nos besoins sociaux et qui nous permettent aussi de nous réaliser, le besoin de réalisation. Donc vis-à-vis des institutions que nous avons, l'institution que nous voulons pour l'Afrique, c'est une institution qui est résolument tournée vers les problèmes africains et qui cherche les solutions dans le patrimoine africain. Donc nous appelons, en tout cas dans le livre, à revoir la disponibilité des institutions pour la jeunesse. Et nous proposons une disponibilité sur 7 jours sur 7 dans la mesure du possible, mais ce n'est qu'une réflexion qu'un jeune écrivain partage à travers un livre. Est-ce que ces 3 piliers ou ces 3 niveaux de l'étage sont essentiels pour la réussite de la jeunesse, que ce soit le jeune qui décide de lancer son entreprise, le jeune qui travaille pour quelqu'un? Est-ce que ces 3 piliers sont nécessaires pour sa réussite dans la société? Oui, absolument. Et nous sommes résolument convaincus que ces 3 niveaux sont nécessaires pour la réalisation du jeune, du jeune contemporain, du jeune de notre époque. Parce que même quand les relations sont saines avec l'environnement et qu'on n'est pas en paix avec soi-même et que l'on n'a pas pris la mesure de sa propre valeur, de ses propres compétences, de ses besoins en termes de formation, si aussi nous avons une ferme confiance en nous-mêmes, alors que les relations avec l'environnement ne sont pas saines, on ne peut pas y arriver. Et dans une 3e dimension, il a besoin d'une institution. Et même quand ça va avec lui-même et qu'avec le proche entourage, ça va, il a besoin d'une institution pour le tenir la main dans tous ses projets. Et pour vraiment un message à l'endroit aussi des jeunes qui souvent se battent donc, à la recherche de boulot, des entreprises que souvent ils lancent, ça marche, souvent ça ne marche pas, d'autres sont toujours en train de se chercher comme on le dit, d'autres sont découragés même souvent des réalités de la vie pour se situer et tout. Maintenant, vous, à travers ce livre-là, quel est le message important que vous souhaitez que la jeunesse burkinabé retienne? Voilà. Le message important que je souhaite, j'ai essentiellement 2 messages, si vous permettez. D'accord. Vous voyez, j'ai un peu travaillé dans le sud-ouest et au cours de mon séjour là-bas, j'ai appris quelque chose qui a changé ma vie. Ah oui. Oui. Donc pendant un bon moment, chaque fois que je partais pour la prière de vendredi, je restais dehors parce qu'apparemment à l'intérieur c'était plein. À l'intérieur c'était plein et je priais dehors, souvent sous le soleil, tous les jours. Jusqu'au jour où j'ai décidé de rentrer. Arrivé, le hangar était plein et apparemment la mosquée était pleine. Et lorsque j'ai chevauché, je suis rentré dans la mosquée, j'ai vu qu'il y avait 2 rangées qui étaient vides. Donc en réalité, chaque jour, il y a des gens qui prient dehors sous le soleil en pensant qu'il n'y a plus de place dedans. Alors qu'ils ne sont pas allés, ils n'ont pas jeté un coup d'œil dans la mosquée. Donc je les invite à être audacieux. Ce n'est pas de l'insolence, ce n'est pas de l'intrépidité, mais il faut y aller, constater de soi-même. Et quand on revient pour s'asseoir sous le soleil,
on revient avec la certitude qu'il n'y a pas de place pour moi. Donc il faut aller essayer. Il faut aller essayer. Il faut aller voir toujours. Il faut toujours aller voir. Donc pour moi, c'est important d'amener les jeunes à aller à l'action. Donc un premier message, c'était ça. Ok. Voilà. Donc le deuxième message, c'est que on ne peut pas choisir ses habitudes, parce qu'on est prisonnier de ses habitudes. Ce qui crée les habitudes, c'est l'environnement. Donc, on ne peut pas choisir ses habitudes, mais on peut choisir son environnement. Donc, je peux les inviter à regarder de ce côté, à agir sur leur fréquentation, à agir sur les livres qu'ils lisent, à agir sur le contenu qu'ils consomment sur les réseaux sociaux, parce que c'est ça qui les façonne tous les jours. Important. Merci beaucoup. Alors, le temps est terminé. Épître au conquérant de demain est disponible où et à quel prix, docteur? Ok. Merci beaucoup. Le temps est vite passé, vraiment. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas fini de parler. Ah oui, vous n'avez pas fini de parler, mais c'est ça. Le temps passe vite. Vous allez nous dire et puis après, on vous donnera un mot de fin pour ajouter ce que vous n'avez pas dit. D'accord. Oui. Effectivement, donc, le livre est disponible où et c'est à quel prix? Alors, le livre est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique au prix de 5 000 francs CFA. 5 000 francs. Il est disponible aussi à l'alimentation Le Soleil, ex-alimentation La Surface. D'accord. Puis il est disponible à la librairie OFIO à Dassasso. Et donc, ça coûte 5 000 francs. À 5 000 francs. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? C'est vrai qu'on n'aura pas 10 minutes pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez rajouter concernant donc Épître au conquérant de demain, signé Dr Youba Bagayan. Je rappelle que vous êtes pharmacien de formation et puis de profession et passionné de la littérature et des arts du spectacle, la raison pour laquelle vous nous proposez ce livre. Donc, on vous permet un mot de fin. Un mot de fin, je vais en tout cas remercier Madame Nikema et remercier également Savane Média à travers Madame Nikema et inviter les jeunes à lire. Okay. La plupart des informations qui sont toujours pertinentes ne sont pas encore passées à l'étape du vidéo ou de l'audiovisuel. Les vrais trésors se trouvent dans les livres et je vais les inviter à lire. Et une fois que nous aurons la culture qu'il faut, une fois que nous aurons le patrimoine culturel qu'il faut, le développement technologique que nous souhaitons, il va s'imposer naturellement. D'accord. Merci beaucoup à vous d'être passé sur ce plateau. On souhaite bon vent également à Épître au conquérant de demain, signé Dr Bagayan. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin avec notre invité. On marque une petite pause et on revient pour la suite. Savane TV, la télévision des nouvelles idées.
Abanila gombe fu gombe Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Wada yella yella Yaka, ne yibero. Ika lafi. Ya lafi. Kama. Ah, na manum suguru. Nchina yi wuso zame. Midi kam patron wa ne rumso tima. Le rumso wa ba yongo to ne ngana moto. Kendare. Rumsa wa bam lam ya siria. La yi rumsa ambebe. Ha? Koma. Kom. Rib kaye. Ha? Bang tongo makibare. Zintum tokof. Fo bangam tiligida be tengala ya ton kami. Bango makibare to man biga zarawa ta tuya. La sami kufka. Na ya ka bil fun fun fo. Wai. Gonda yeltawa. Chende. Ay, leba me. Leba ka kono woto. Pama me. Ayo nka pame ma. Fo ka pame. Mam men ka tare yam yelle bul. Mam ka comprendre yam baba. Yam yelle mama ti tagara mam zekum. Mam ti tagara wan zekum nugo. Gar bera fama kena be tira gara fama mam ti ta zekum nugo bafi. Fo zeka nugo woto. Mam zeka nugo men yingri. La wala ma pa wum yelle ba ye kibare. Kambanya katam. Mam da ya forcera. Mam ne yikun toure nyom toure. Le ban chan tu zeke. Sante ba ze kara bas. Le boy. Abanila gombe fu gombe Mer fato ga yellan kenda ya wambro ba maram tiru te ba maram foda Ngam taaba kulum kalam la futa Chaka son problème Wada yella yella Salam alaikum Lagi. Ah. Alaikum salam. Asseyez-vous. Ah. Tu vas bien? Oui, oui, Et toute la famille? ça va bien. Et de votre côté? Super. En tout cas, je t'ai fait appeler pour te dire merci. Ton apport a été très énorme. Le fait de pouvoir nous aider à faire traverser la frontière pour rentrer avec ce maraud-là dans ce pays-là. Vraiment, avec ton statut de policier, ça nous a beaucoup aidé. Notre premier responsable est très fier de toi. Merci beaucoup. Tu m'as demandé de te remercier avec cette petite enveloppe. C'est 500 000 francs. Allez, prends. C'est pour toi. C'est bien mérité. Assieds-toi. C'est pas fini. C'est... Notre responsable a dit que si ce qu'il veut la marche, il va voir parmi les structures qui font rentrer l'argent dans ce pays-là, choisir une et te nommer comme directeur général. Merci infiniment, Lagui. Mais je n'ai pas fait de longues études pour gérer ce genre de poste. Ça. Ce qui me pourrait être bénéfique, c'est de m'aider à créer une société de gardiennage. Là, les grands services de l'État pourraient employer mes éléments. Ouais. Tu es très intelligent. Je comprends très bien. Comme ça, chaque fin du mois, on te fait ton virement, tu payes ton personnel et tu as le reste pour toi seul. Oh. Vraiment très intelligent. D'accord. Je vais lui transmettre la commission. Je sais qu'il ne va pas refuser.
Merci. Encore bravo. Bravo. De retour sur ce plateau et cette fois-ci nous allons recevoir des annonceurs sur ce plateau. On parle donc de pressing. Nous sommes avec Monsieur Jules Traoré, fondateur du pressing Tegawende situé à Sandogo. Nous allons découvrir son travail ensemble. Bonjour, Monsieur Traoré. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous êtes fondateur et responsable du pressing intitulé Tegawende. Oui. Donc, c'est un pressing qui existe depuis quand? Bon, c'est un pressing qui existe ça fait près de 2 ans. Ok. Voilà, donc nous avons jugé nécessaire pour venir le rendre visible. C'est important. À la population burkinabé, mais surtout Ouagalais. Surtout Ouagalais. Alors, par exemple, les services maintenant du pressing Tegawende, quels sont vos services, les services que vous offrez aux clients? D'accord, merci bien madame. Les services donc, que nous proposons aux clients, c'est les enlèvements de leur linge à domicile. Par exemple, si ils ont des habits à la maison qui ils sont intéressés par notre travail, nous pouvons venir les chercher, aller traiter chez nous et puis les ramener. Ou soit, il y a d'autres aussi qui veulent pas que leurs habits vont chez les blanchisseurs. Nous pouvons, si nous partons, on peut juger avec eux. Bon, et on s'assoit, on discute. Nous pouvons envoyer nos appareils adaptés pour les habits chez eux. Même pour le lavage? Oui, non, pour le lavage, on ne peut pas faire ça. D'accord. Pour le lavage, non, ça c'est pour, ça c'est pour blanchir, le blanchissement. Okay, pour les repassages. Pour les repassages. Voilà, là, on déplace nos matériels bien adaptés pour le travail. On vient, on le fait chez vous. Sinon, pour le lavage, c'est obligé qu'on l'amène au pressing. D'accord. Voilà. Ça veut dire on ne peut pas déplacer la machine. Ok. Voilà. Ça veut dire que votre pressing, c'est lavage, repassage? Lavage, repassage, tout. Nous faisons tout. Parce que quand on dit pressing, ça englobe beaucoup. Surtout la propreté, le nettoyage. Quand on parle de pressing, on voit que c'est pressing, on voit que c'est habillé. Pourtant, il y a beaucoup, le mot pressing la masque beaucoup de choses en bas que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Donc, la particularité de pressing Tegawende, c'est que vous pouvez aller à domicile chez le client pour vous-même retirer ses rideaux et autres s'il le veut, et puis vous amener laver pour revenir livrer. Comme vous pouvez vous-même venir à la maison avec le matériel de repassage, repasser, empiler tout et remettre en même temps. Et puis voilà, c'est comme ça. Ok. Donc, pourquoi vous avez décidé aussi de proposer ces services-là à la maison? Parce que généralement, les pressings, c'est nous-mêmes qui amenons nos habits là-bas, on repart chercher. Bon, si vous voyez qu'on a décidé de faire ça, toute chose, c'est l'innovation. Et puis aussi, bon, nous sommes à Ouaga, il n'y a pas quelqu'un qui ne repasse pas ses habits. Des fois, vous allez entendre que les blanchisseurs perdent les habits, et les blanchisseurs perdent comme ça. Donc, des fois, même, l'habit même peut se gâter à la maison, sans qu'en lavant même, l'habit là même peut se gâter, avant même que vous l'envoyez sur le blanchisseur. Mais comme le nom du blanchisseur est gâté, il va aller, s'il repasse et que ça déchire ou soit un truc comme ça, voilà, c'est le nom du blanchisseur qui sort. Mais maintenant, si la personne est intéressée qu'on déménage tout le matériel chez lui, s'il y a quelque chose, bon, on ne peut pas dire que c'est le travail du blanchisseur qui a gâté. Ou ça aussi, il y a d'autres qui se plaignent que les habits se perdent. Voilà, donc j'ai envoyé mon habit sur le blanchisseur, bon, il n'y a pas retour. Pourtant, bon, c'est comme ça. Donc, voici pourquoi nous, on a jugé nécessaire de se déplacer, si la personne est intéressée, de le trouver à la maison chez lui, pour faire le travail, et puis on le laisse là-bas.
Ça, Voilà, c'est bien. donc... Il y a des gens même, c'est parce qu'ils ne veulent pas tout le temps transporter même des habits. Voilà, Donc des ils préfèrent habits. les services Voilà. de quelqu'un qui peut venir Ouais, c'est comme ça. pour un temps, faire le repassage, Ouais, empiler tout pour lui et puis c'est bon. Mhm. Mais vous ne faites pas que repasser, laver les habits Non, parce non, que non. vous vous occupez aussi des fauteuils. On s'occupe de tout sincèrement. Bon, et on s'occupe de tout sincèrement parce que et il y a des gens ceux qui ont les grands magasins, les services. Bon, vous savez, il y a des rideaux. Les hein. piscines. Voilà, il y a des rideaux où sincèrement, si on vous dit vous-même de laver ça, ou soit à la bonne de laver ça, vous n'allez pas vous en sortir. Pour avoir la place même pour l'étaler et pour que l'eau puisse sortir là, sincèrement, c'est un problème. Donc, si vous envoyez ça à la machine va traiter ça, essorer et puis le faire. Une fois si ça sort dans la machine nette là, c'est déjà sec. Oui. D'accord. Donc vous vous intéressez aussi à ceux qui ont des magasins, qui veulent peut-être des nettoyages. Voilà, les magasins. Par exemple, il y a des gens qui ont des immeubles, ils ont fini de construire, ils ne savent pas comment faire. S'ils nous contactent, nous, on vient, on regarde, on envoie l'équipe sur place, et puis on fait le travail, le boulot bien propre. Vous nettoyez les magasins? On nettoie tout, les magasins, par exemple les carreaux, on nettoie tout. Tout ce qui est, je vous ai dit que tout ce qui est nettoyage, ok. tout ce qui est propriété là, dès le départ, je vous ai dit que le pressing est lié à la propriété. Mais les gens voient qu'en bas, c'est les habits seulement. C'est vrai. Voilà. Pourtant, quand on dit propriété là, le fait de se lever matin, nettoyer la cour là, c'est déjà le travail du pressing. Donc autant, ça veut dire que autant vous pouvez en fait laver, repasser les habits, autant pour quelqu'un qui a sa piscine, qui a son magasin, qui a, je sais pas, sa maison à niveau et tout, et souhaite des gens pour venir nettoyer avant qu'ils ne puissent rentrer, voilà, s'installer. Ouais, vous venez pour ce travail. Nous on fait tout. Par exemple, vous voyez, il y a des patrons, des barons, quand tu passes devant leur cour, soit derrière leur cour, tu vois que les fleurs sont débordées. Les fleurs sont débordées, d'autres même. Bon, nous-mêmes, on a eu à aller voir un gars qui il a voyagé. Les fleurs là, ont pris presque toute la maison là. Donc quand il nous a appelés, on est rentré, on a tout nettoyé. Même l'eau même était, la piscine même était devenue sale à cause des feuilles mortes qui ont fait au moins quelques temps dedans. On a tout nettoyé et puis bon, bien propre. Avant que la personne ne revienne s'installer. Voilà, puisqu'il y a des produits spécialement adaptés pour ça. Voilà. Et vous êtes aussi disponible pour les cérémonies? On est disponible pour les cérémonies. Bon, vous savez qu'on évolue, hein. Il y a des cérémonies ou des fois même d'autres, pour trouver, quand tu finis, les voisins, il y a des gens pour cohabiter avec les voisins, c'est un peu compliqué. S'ils finissent, pour que ils viennent laver les assiettes et autres là, c'est un peu compliqué. Maintenant, s'ils nous contactent, après les cérémonies, les doigts, les baptêmes, les funérailles et autres là, nous on finit avant et après. Et puis c'est bon. On peut venir nettoyer le local avant et après l'événement aussi. Et puis vos ustensiles de cuisine dont vous allez utiliser, on fait tout. D'accord. Merci bien. Maintenant, revenons toujours à vos services de pressing là. Quels sont les avantages de choisir le pressing Tegawende? Bon, et les avantages, bon, on peut pas. Bon, aujourd'hui, vu l'expansion du travail, ça c'était un truc qui était inconnu du public ouagalais. Mais maintenant, quand vous regardez à travers la ville et dans les petits coins, les recoins, c'est pressing. Tu connais, même si tu ne connais pas, tu dis c'est pressing. Donc c'est eux qui sont là, ils disent que c'est pressing. Mais seulement, ici, ils viennent. Il y a des gens qui sont adaptés pour le travail, il y a des pressings qui connaissent, et puis il y a d'autres aussi qui, bon, c'est comme ça. Donc je ne vais pas dénigrer quelqu'un, mais si notre avantage est que si quelqu'un se déplace, qui vient, et que il nous a appelé pour venir chercher, faire le travail, sincèrement, il ne va pas regretter, il va revenir. Voilà. Il ne va pas regretter, il va revenir. Il va revenir. Mais M. Traoré, est-ce que pour travailler dans un pressing ou même créer son pressing, il faut forcément se former? Parce que vous avez parlé de la formation tout à l'heure. Oh. Aujourd'hui, c'est obligé. Même il n'y a pas, même si vous, bon,
tout est basé sur la formation aujourd'hui. Ok. Pour connaître, il faut te former. Il faut te former sincèrement. Il faut te former. Donc, si vous vous formez, vous pouvez... Puis c'est la manipulation de la machine, vous savez, c'est une outil de blanc. La machine, là, il y a des machines il y a des poids. Une fois, si la machine te dit qu'il prend 6 kilos ou 15 kilos, si tu t'en vas les charger de 20 kilos là, ça va se bloquer. Bien sûr. Pourtant, un appareil aujourd'hui, si tu veux un bon appareil là, sincèrement, il faut te lever tôt. C'est cher. Ouais, c'est cher. C'est cher. Merci beaucoup. On va donc donner la situation géographique. Le pressing Tegawende est situé où, dans quel quartier? Nous sommes situés à Sandogo, et plus précisément vers le lycée Saint-Moïse de Sandogo. Voilà, nous sommes situés là-bas. D'accord. Maintenant, les contacts. On va laisser les contacts pour tous ceux qui voudraient bien vous appeler. Voilà, bon. Et vous pouvez contacter le pressing Tegawende au 78 94 33 97 ou le WhatsApp 71 46 72 75. Rappelez les contacts. 78 94 33 97 71 46 72 75. Merci beaucoup. Donc, bon, oui, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y rapidement. Il y a, je voulais ajouter aussi pour ceux qui ont les parcelles. Par exemple, il y a des gens qui ont des hectares hectares clôturés, les fermes et autres là, qui veulent leur nettoyage, que au sein de Ouaga ou soit hors de Ouaga, nous pouvons aller les débroussailler pour eux, nettoyer les fermes bien propres. Et bon, d'accord. On a bien compris. Et puis, bon, pour ajouter aussi, et pour les nouveaux clients qui vont venir, et le pressing Tegawende les réserve 6 kilos de traitement de leur linge gratuitement. Ah, donc chez vous, là, vous pesez les habits là pour faire le tarif. Je vous ai dit que la machine là, il y a des nombres de kilos, il y a des machines qui prennent, ça commence de 5, de 6, de 12 jusqu'à 30 et quelques 40. Donc on arrive, on met en fait les habits sous la balance, et puis on peut vous déterminer le prix. Et pour les nouveaux clients, 6 kilos. Voilà, 6 kilos gratuitement, bien repassé, bien emballé, bien propre, bien l'odorat, et puis il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci à vous. On vous souhaite bon marché. Merci beaucoup, madame. Excellente journée à vous. Merci bien. Restez avec nous. On va marquer une petite pause. Juste après, on se retrouve. Merfato yellan kenda ya wandro bamram jiru te bamram foda ngam taaba kulum kalam la futa chaka son problème woro yella yella Mademoiselle Raissa Pamiari. Oui, présente. Vous êtes née le 3 septembre 2000. Oui. Vous êtes étudiante en économie. Oui. Connaissez-vous Monsieur Ziabo Alidou ici présent? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris de ses mains une moto d'une valeur de 1 200 000 francs? Oui. Je peux donc vous considérer comme une receleuse? Non, monsieur le commissaire. Avec le respect que j'ai envers vous, je ne suis pas une receleuse. On a fait un échange marchandises. Échange marchandises? De quelle marchandise il s'agit? Ça ne vous regarde pas. Du calme. Est-ce que vous savez que je peux vous faire conduire devant le procureur? Monsieur Ziabo Alidou. Oui, monsieur. Comment vous faites pour détourner autant d'argent? Non, monsieur le commissaire. L'argent que j'ai prélevé n'était pas destiné à une dépense précise.
C'était de l'argent qui flottait. De l'argent qui flottait? Oui. Et de retour sur ce plateau, vous le savez, chaque jour, il nous retrouve pour les éphémérides. C'est parti. Et nous sommes le 12 mars, les éphémérides du 12 mars avec Francis Emmanuel Zongo. Bonjour Francis. Bonjour Abzeta, bonjour à toute la nation entière. Merci de me recevoir sur ton plateau, toujours bien habillé en mode Daoula Fashion. Daoula Fashion, merci beaucoup. Alors Francis, on débute notamment ces éphémérides avec Mahatma Gandhi qui entame la marche du sel. C'était le 12 mars 1930. Nous commençons avec cette date précisément en Inde avec le 12 mars 1930 où Mahatma Gandhi entame la célèbre marche du sel ou Satyagraha du sel pour protester contre le monopole britannique sur la récolte et la vente du sel en Inde. Et Gandhi quitte son ashram avec 78 partisans et ils ont marché à pied sur une distance de 386 km vers le village côtier de Dandi. L'objectif était de défier la loi britannique en ramassant symboliquement une poignée de sel dans les marais salants. Ce geste de désobéissance civile non violente a galvanisé le mouvement pour l'indépendance de l'Inde et a conduit à l'arrestation de plus de 60 000 personnes, dont Gandhi lui-même. Et l'acte de Gandhi a permis à des millions d'Indiens de commencer à produire leur propre sel et à refuser de payer certains impôts. Et le mouvement a réussi également à unifier les intellectuels, les paysans, les femmes autour d'une cause commune renforçant l'identité nationale. Et en 1931, face à l'ampleur de la contestation, le vice-roi Lord Irwin a dû négocier directement avec Gandhi et ce pacte a permis la libération de milliers de prisonniers politiques et a autorisé les habitants des côtes à récolter leur propre sel. Donc ce qui a poussé à cette marche est que les Britanniques qui étaient installés en Inde avaient pris pour décision de ne pas permettre aux habitants de l'Inde de récolter le sel et de les vendre. Gandhi a dit non, enough is enough, on va marcher. Ils ont marché sur 386 km pour dénoncer ce acte-là et réclamer leurs droits et exploiter également leur sel, parce que c'est le sel de l'Inde pour les Indiens. Merci. Deuxième événement, on parle de coup d'État en Turquie, 12 mars 1971. Voilà qui est bien dit, c'est pas uniquement en Afrique qu'on voit sonner la trompette des coups d'État. En Turquie également, ça a eu lieu. On peut citer autant de coups d'État qui ont eu lieu dans ce pays-là. Mais nous retenons la date du 12 mars 1971 où il y a eu un coup d'État en Turquie. Et le pays était plongé, il faut le dire, dans une violence croissante entre groupes radicaux de gauche et de droite. Une crise économique marquée par une forte inflation et des mouvements de grève massifs fragilisant le pouvoir civil. Et l'armée se considérait comme la garante de l'héritage de Mustafa Kemal Atatürk. Et lui, quand on parle de lui, il faut le dire, c'est le fondateur et le premier président de la République de Turquie. Et cette armée également jugeait le gouvernement incapable de protéger les principes laïques et l'unité nationale face au désordre. Conséquence, la loi martiale est proclamée dans plusieurs provinces après le coup d'État. Les associations étudiantes sont interdites et de nombreuses arrestations ont lieu dans les milieux intellectuels et syndicaux. Et la Cour constitutionnelle a dissous certains partis jugés dangereux pour la laïcité, comme le Parti de l'Ordre national. Ce qu'il faut ajouter par rapport à cette date, c'est que contrairement au coup d'État sanglant de 1980 ou celui de 2016, celui du 12 mars 1971 n'a pas fait de victimes directes le jour même de l'intervention, car il s'est déroulé par la remise simple d'un mémorandum. Donc pas de perte en vie humaine de façon directe, même si par après il y a eu certaines répressions. Troisième événement, 12 mars 1985, naissance de Stromae. Oui, nous parlons de ce monsieur de la musique voilà, qui a bercé une certaine génération à une certaine époque également. Stromae, il est né le 12 mars 1985 à Etterbeek dans la région de Bruxelles, capitale de la Belgique. Il est le fils d'une mère belge et d'un père rwandais, une figure paternelle absente qui inspirera plus tard son célèbre titre Papa Outé. Il s'est fait connaître mondialement en 2010 avec le tube Alors on danse et son
deuxième album Racine Carrée est sorti en 2013 et a été un immense succès critique et commercial avec des titres comme Formidable et Tous les mêmes. Il faut aussi ajouter que le père de Stromae s'appelait Pierre Rotaré. Il a été tué en avril 1994 lors du génocide rwandais et presque toute sa famille élargie n'y a pas échappé. Son père, il a déclaré ce qui suit, voilà, qu'il n'a jamais été là pour lui, qu'il est parti tout de suite. Il soutient également qu'il a vu son père uniquement 20 fois au cours de sa vie lorsque son père vivait, puisque c'était un architecte qui était au Rwanda pratiquement. Et pour l'annonce de la mort de son père, sa mère a attendu que Stromae atteigne 12 ans avant de lui dire. Et notons également que Stromae a suivi une formation en ingénierie du son, section cinéma, et le pseudonyme Stromae est un acronyme, ou si vous voulez, un verlan, et ça veut dire maestro. Donc c'est maestro qui l'a renversé, et ça donne Stromae. Voilà, il chante Papa Outé. Outé, Papa Outé. C'est incroyable, hein? Ça me rappelle mes jumelles. Non, moi, ça me rappelle mes jumelles parce que quand elles entendent cette chanson-là, elles reviennent toujours à encore ça. Formidable. Oui. Bon, Francis, évoluons. Naufrage du cargo Roro. Oui. C'est le cargo Roro qui veut dire run on, roll off. C'est-à-dire que c'est dans un cargo où on peut conduire des engins, monter en même temps et les décharger. Donc quand on voit Roro, c'est roll on and roll off. C'est le 12 mars 2019 que ce cargo italien du nom de Grande America a fait naufrage dans le golfe de Gascogne à environ 333 km des côtes françaises au large de La Rochelle après plusieurs jours de lutte contre un incendie. Et l'incendie s'est déroulé à bord le 10 mars 2019 dans un conteneur sur le pont supérieur, se propageant rapidement aux véhicules et aux autres marchandises. Et le navire a coulé le 12 mars 2019 à 15h26 à 4600 mètres de fond suite à une perte de stabilité causée par l'accumulation d'eau utilisée pour éteindre le feu. D'habitude, je donne des chiffres alarmants en termes de bilan humain. Il faut savoir que pour le naufrage de ce cargo, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Il y avait 27 personnes à bord, à savoir 26 membres d'équipage et un passager. Elles ont toutes été évacuées saines et sauves. Et ce cargo transportait 2100 véhicules, dont de nombreuses voitures de luxe composées de Porsche et d'Audi. Il y avait également 365 conteneurs, dont 45 transportant de l'acide chlorhydrique et 2200 tonnes de fioul lourd. Imagine les dégâts que ça peut causer sur le plan écologique même et dans la biodiversité lorsque ces produits-là sont déversés dans la mer. Et nous parlons de la journée mondiale du rein, ce 12 mars. Et oui, 12 mars, nous célébrons ou nous parlons de la journée mondiale du rein. Et chaque année, cette journée est célébrée le deuxième jeudi du mois de mars pour sensibiliser sur l'importance de la santé rénale. Donc, il y a peu de jours fixés. Quand on est dans le mois de mars et que ça tombe sur le deuxième jeudi, on célèbre la journée mondiale du rein et vise également à réduire l'impact des maladies rénales via des dépistages, une meilleure éducation et des actions de prévention, notamment contre l'insuffisance rénale. Et pour éviter l'insuffisance rénale, on ne parlera pas comme un professionnel, mais on doit adopter également un mode de vie sain, à savoir contrôler la tension, également la glycémie, limiter le sel et surtout l'alcool, boire suffisamment d'eau et éviter le tabac, avoir une activité physique sportive régulière et une alimentation équilibrée. Et on termine par l'expression du jour. Alors Francis, est-ce que tu es à l'ouest ou pas? Par moment, on est à l'ouest, mais on essaie de se ressaisir, d'où notre appel à cette expression du jour, être à l'ouest, qui veut dire tout simplement être déconnecté de la réalité, distrait ou totalement à côté de la plaque, avoir la tête ailleurs, être épuisé, être dans la lune. Donc quand on dit je suis à l'ouest, je suis à l'est, ça veut dire que je suis déconnecté, je suis hors réseau, voilà. Et ça également, c'est l'expression qu'on a choisie pour vous, pour dire autrement ce que vous ressentez lorsque vous avez la tête ailleurs ou lorsque vous planez sur la lune, vous êtes épuisé. On peut le dire aujourd'hui, je suis à l'ouest. Ça, c'est vrai. Ça arrive. Hein. Ouais. Merci beaucoup, Francis. Je t'en prie. Et nous disons merci aussi à la boutique Abaya à la boutique d'Aoula, donc qui propose des abayas de luxe
Pour les téléspectateurs, les téléspectatrices, vous voyez, je suis habillée par la boutique Daoula. C'est à Ouaga 2000, hein, vous y allez, vous avez la possibilité d'acheter des abayas, des boubous de prière pour hommes et femmes, il faut préciser, des sacs à main et puis également des chaussures pour hommes et femmes. La boutique Daoula est située à Ouaga 2000. Merci beaucoup, les contacts sont au niveau de l'affiche également. Merci à vous de nous avoir suivis.